Le milliardaire voit sa femme de ménage être humiliée lors d'un dîner en tête-à-tête, et sa réaction choque tout le monde. Théo Marchand, 30 ans, est un milliardaire français qui vit reclus dans son manoir aux abords de Lyon. Discret, brillant et terriblement solitaire, il cache un secret qui le ronge depuis 5 ans. Il est éperdument amoureux d'Élise Ndiaye, sa femme de ménage, une femme noire de 30 ans, intelligente, digne et totalement hors de sa portée. Pendant 5 longues années, Théo n'a jamais osé révéler ses sentiments. Comment le pourrait-il? Il est le patron, elle est l'employé, lui, l'héritier d'un empire, elle, une femme qui a renoncé à ses rêves de devenir éditrice pour subvenir aux besoins de sa famille. La distance entre leurs mondes semble infranchissable, alors Théo se condamne au silence, transformant chaque petit déjeuner, chaque bonjour, chaque sourire échangé en une délicieuse et insupportable torture. Mais tout s'effondre lorsqu'Élise est invitée à dîner à Paris par Guillaume Lacroix, un homme cynique, arrogant et dangereusement manipulateur. Dévoré par la jalousie, Théo commet l'impensable. Il la suit jusqu'au restaurant, déguisé, uniquement pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Ce qu'il voit le détruit. Guillaume humilie Élise publiquement, révélant que l'invitation n'était qu'un pari cruel destiné à prouver qu'il pouvait manipuler une simple femme de ménage. Théo explose. Dans un accès de rage incontrôlé, il traverse le restaurant bondé et assène un coup de poing violent à Guillaume. Le silence est total. Tous les regards se figent. Et alors, devant des dizaines de témoins filmant avec leur téléphone, Théo fait quelque chose d'encore plus choquant. Il avoue son amour à Élise. Là, devant tout le monde, sans filtre, sans retour possible. Élise s'enfuit en larmes. Les images deviennent virales. La vie de tous les deux implose. Et désormais, Théo doit affronter les conséquences dévastatrices d'avoir exposé l'amour de sa vie au jugement impitoyable du monde entier. L'amour peut-il survivre lorsqu'il naît dans la violence? Lorsqu'il est déclaré au mauvais moment, de la mauvaise manière, au mauvais endroit? Ou bien certains gestes, aussi imparfaits soient-ils, révèlent-ils la seule vérité qui compte vraiment? Le brouillard matinal enveloppait la banlieue lyonnaise comme un linceul de soie. La villa Marchand, imposante bâtisse de pierre blanche nichée sur les hauteurs de Caluire et Cuire, dominait la Saône d'un regard silencieux. Ses hautes fenêtres à meneaux reflétaient les premières lueurs d'un octobre gris, presque mélancolique. Les vignes alentours, encore chargées des dernières vendanges tardives, ondulaient doucement sous la brise fraîche qui descendait du massif central. C'était un matin comme les autres, et pourtant, dans cette demeure aux allures de petit château, quelque chose d'invisible pesait lourdement sur l'âme de son unique habitant. Théo Marchand se tenait debout devant la fenêtre de son bureau, une tasse de café noir à la main. Il n'avait pas encore touché à la boisson. Ses yeux bleu-gris, d'ordinaire froids et calculateurs, fixaient sans vraiment voir les toits d'ardoise de Lyon qui s'étendaient au loin, noyés dans la brume. À 30 ans, Théo était ce qu'on appelle un homme accompli. Héritier d'un empire technologique bâti par son défunt père, PDG discret mais redoutablement efficace de Marchand Tech, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Son visage aux traits aristocratiques, pommettes hautes, mâchoire carrée, cheveux châtain foncé toujours impeccablement coiffés, aurait pu faire de lui un habitué des galas parisiens et des soirées mondaines. Mais Théo détestait ce monde. Il préférait le silence de sa villa, la solitude maîtrisée, l'absence de regard scrutateur. Ce matin-là, pourtant, le silence lui pesait différemment. Il entendit des pas légers dans l'escalier de service. Son cœur, ce muscle qu'il croyait insensible, se contracta imperceptiblement. Il connaissait ce rythme. C'était elle. Élise Ndiaye apparut dans l'encadrement de la porte du bureau, portant un plateau d'argent où reposait une cafetière fumante, des croissants encore tièdes de la boulangerie Pignol du centre-ville et un petit pot de confiture de figues. Elle portait son uniforme habituel, pantalon noir sobre, chemisier blanc impeccablement repassé, tablier discret. Ses cheveux crépus étaient noués en un chignon élégant. À 30 ans, Élise avait ce port naturel qui imposait le respect sans même qu'elle le cherche. Sa peau sombre contrastait magnifiquement avec la blancheur de sa tenue. Ses yeux noisettes, vifs et intelligents, trahissaient une profondeur que Théo avait appris à reconnaître au fil des années. « Bonjour, monsieur Marchand », dit-elle doucement en français, avec une pointe d'accent qui rappelait ses origines sénégalaises.
votre petit déjeuner. Théo se retourna lentement, comme s'il craignait que ses émotions ne transparaissent trop clairement sur son visage. « Bonjour, Élise. Merci. » Elle déposa le plateau sur le bureau en chêne massif, avec une précision qui témoignait de ses 5 années de service dans cette maison. 5 années. Théo se souvenait encore du jour où elle était arrivée, recommandée par l'agence de placement. Elle cherchait un emploi stable après avoir terminé ses études de lettres modernes à l'université Lyon 2. Un diplôme qu'elle n'avait jamais pu vraiment exploiter. La vie, cruelle et pragmatique, en avait décidé autrement. « Les croissants sont encore chauds », précisa-t-elle en versant le café dans sa tasse. « Madame Pignol m'a demandé de vos nouvelles. Elle dit que vous ne passez plus à la boulangerie comme avant. » Théo esquissa un sourire fatigué. « Je suis occupé. »« Vous êtes toujours occupé », répondit Élise avec une franchise qu'elle seule pouvait se permettre. Il y avait dans leur relation une étrange familiarité, née de la routine quotidienne et d'un respect mutuel tacite. Théo ne se comportait jamais en patron arrogant, et Élise ne se comportait jamais en employé servile. Ils existaient dans une zone grise, faite de politesses sincères et de silences lourds de sens. Élise se dirigea vers la fenêtre pour ouvrir légèrement les volets, laissant entrer une lumière plus franche. Le brouillard commençait à se dissiper. Au loin, on distinguait maintenant la colline de Fourvière et sa basilique blanche qui veillait sur Lyon comme une sentinelle divine. « C'est une belle journée qui s'annonce », dit-elle en contemplant la vue. « Vous devriez sortir un peu, monsieur. Vous passez trop de temps enfermé ici. » Théo la regarda, profitant de cet instant où elle lui tournait le dos. Il observa la courbe gracieuse de son cou, la manière dont la lumière du matin caressait sa peau. Il détourna rapidement les yeux, honteux de son propre regard. « Peut-être, murmura-t-il. » Élise se retourna, lui offrant un sourire doux, presque maternel. « J'ai préparé une quenelle de brochet pour ce midi, avec une sauce nantua, comme vous aimez. »« Vous me gâtez trop, » répondit Théo avec sincérité. « C'est mon travail. »« Non, pensa-t-il, c'était bien plus que ça. » Mais il ne dit rien. Élise quitta la pièce aussi silencieusement qu'elle était entrée, laissant Théo seul avec ses pensées et son café désormais refroidi. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, prit un croissant, le rompit distraitement. Des miettes dorées tombèrent sur ses documents. Il ne les remarqua pas. Comment en était-il arrivé là? Comment avait-il laissé ce sentiment grandir en lui, année après année, jusqu'à devenir une présence constante, obsédante, presque douloureuse? Il ne se souvenait pas du moment exact où Élise était passée de simple employée à l'objet de toutes ses pensées secrètes. Peut-être était-ce ce matin de février, 3 ans plus tôt, où elle lui avait apporté une tisane de verveine en lui disant simplement « Vous semblez fatigué, monsieur. Prenez soin de vous. » Peut-être était-ce cet été où ils avaient discuté par hasard dans le jardin et où elle lui avait parlé de Senghor et de la négritude avec une passion intellectuelle qui l'avait bouleversé. Ou peut-être était-ce la somme de 1000 petits gestes, de 1000 attentions discrètes, de 1000 matins partagés dans un silence complice. Théo ferma les yeux. L'amour, se dit-il avec amertume, était la chose la plus ridicule qui pouvait arriver à un homme rationnel. Les jours se succédaient à la villa Marchand avec la régularité d'une horloge suisse. Théo se levait à 6 heures précises, consultait les marchés asiatiques, répondait à ses courriels urgents, puis descendait à 8 heures pour le petit déjeuner qu'Élise préparait toujours avec le même soin méticuleux. Il partait ensuite pour son bureau du centre-ville, dans le quartier de la Part-Dieu, où il dirigeait une équipe de 80 personnes, sans jamais élever la voix. Le soir, il rentrait tard, souvent après 22 heures, et trouvait invariablement un dîner sous cloche dans la salle à manger, accompagné d'une petite note manuscrite d'Élise. « Réchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Bonne soirée, monsieur. » La villa comptait 6 autres employés. Marguerite, la gouvernante principale, une femme de 60 ans au caractère bien trempé. Alain, le jardinier taciturne qui entretenait les rosiers et les haies avec une dévotion monastique. Sophie, la jeune femme de chambre de 23 ans, un peu naïve mais travailleuse. Henri, le chauffeur occasionnel. Madame Dubois, la cuisinière en chef qui venait 3 fois par semaine. Et enfin Jean-Louis, l'homme à tout faire. Mais Élise occupait une place particulière. Elle n'était ni simplement femme de chambre, ni gouvernante adjointe. Elle était indispensable. C'était elle qui gérait la correspondance personnelle de Théo, qui organisait ses rares déplacements, qui veillait à ce que tout fonctionne harmonieusement. Marguerite elle-même reconnaissait à demi-mot que sans Élise, la maison perdrait son âme.
Un jeudi matin de fin octobre, alors que Théo consultait les cours de la bourse dans son bureau, il entendit des rires étouffés venant de la cuisine. Intrigué, il descendit silencieusement l'escalier principal, passa devant le grand salon aux meubles empire et s'arrêta près de la porte entr'ouverte de la cuisine. « Alors, tu vas vraiment y aller ?» demandait Sophie avec excitation. « Je ne sais pas encore, » répondait la voix d'Élise plus posée. « C'est étrange. Étrange? C'est merveilleux. Un dîner dans un restaurant chic à Paris, avec un homme intéressant. Tu ne peux pas refuser. » Théo sentit son cœur se glacer. « Guillaume n'est pas vraiment un homme intéressant, » corrigea Élise avec un petit rire gêné. « C'était juste quelqu'un de ma promotion à la fac. Je ne l'ai pas vu depuis 7 ans, 8 ans. Il a retrouvé mon contact sur LinkedIn et m'a écrit. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Consultant en stratégie, je crois. Il travaille pour un grand cabinet à Paris. Il m'a dit qu'il passait à Lyon pour affaires et qu'il aimerait qu'on se voie. Mais ensuite, il a insisté pour que ce soit à Paris, dans un restaurant qu'il connaît. « C'est romantique », s'exclama Sophie. « C'est suspect », intervint la voix grave de Marguerite. « Un homme qui n'a pas donné de nouvelles pendant 8 ans et qui soudain veut t'inviter dans un restaurant parisien. Méfie-toi, ma petite. Je sais, Marguerite, mais c'est juste un dîner. Et puis, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas sorti. » Un silence s'installa. Théo, figé derrière la porte, retenait sa respiration. « Tu devrais y aller, » dit finalement Marguerite avec une douceur inattendue. « Tu es jeune, Mélise. Tu mérites de vivre un peu. Cette maison, c'est du travail, mais ce n'est pas une vie. » « Marguerite a raison, renchérit Sophie. Tu passes ton temps ici à t'occuper de Monsieur Marchand. Il est temps de penser à toi. » Théo ferma les yeux. La douleur qu'il ressentit à ce moment précis était d'une acuité insupportable. Il remonta dans son bureau sans faire de bruit, s'assit lourdement dans son fauteuil et fixa le plafond pendant de longues minutes. Guillaume. Un nom. Un fantôme du passé d'Élise. Un homme qui avait osé l'inviter. Un homme qui, contrairement à lui, avait le courage d'agir. Théo alluma son ordinateur et tapa machinalement « Guillaume consultant stratégie Paris LinkedIn » dans le moteur de recherche. Plusieurs profils apparurent. Il les parcourut méthodiquement, avec la rigueur qui caractérisait tous ses actes professionnels. Et là, sur le 3e profil, il le trouva. Guillaume Lacroix, 32 ans, diplômé de HEC, consultant senior chez Roland & Associés, un cabinet prestigieux. Photo de profil soigné, costume gris anthracite, sourire éclatant, assurance arrogante. Théo cliqua sur le profil. 230 relations, nombreuses recommandations, publications régulières sur le leadership et la performance. Un homme brillant, visiblement. Théo ferma l'ordinateur avec une violence contenue. Les jours suivants furent un supplice. Théo observait Élise avec une attention obsessionnelle, cherchant des signes de changement, d'excitation, de préparation. Elle semblait plus lumineuse, plus souriante. Où était-ce son imagination? Le mardi, il la vit consulter son téléphone en souriant. Le mercredi, elle demanda à Marguerite si elle connaissait un bon salon de coiffure dans le centre. Le jeudi, un colis arriva. Une robe probablement commandée en ligne. Théo sentait la jalousie le ronger de l'intérieur, une sensation nouvelle et déplaisante. Il essaya de se raisonner. C'était absurde, pathétique même. Élise était libre de voir qui elle voulait. Elle ne lui devait rien. Il n'avait aucun droit sur elle. Et pourtant, l'idée qu'un autre homme puisse la regarder, lui parler, peut-être même la toucher, lui était insupportable. Le vendredi soir, alors qu'Élise avait terminé sa journée et s'apprêtait à partir, Théo fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il descendit dans le hall d'entrée et l'interpella. « Élise, attendez !» Elle se retourna, surprise. « Oui, monsieur Marchand ? Je voulais vous dire que vous avez été exceptionnel cette semaine. Vraiment, tout était parfait. » Élise sourit, visiblement touchée. « Merci, monsieur. C'est gentil. Vous avez des projets pour le week-end » Elle hésita une fraction de seconde. Théo vit la gêne passer dans ses yeux. « Oui, j'ai un dîner samedi soir, à Paris. »« À Paris ?» répéta-t-il, feignant la surprise. « Oui, un ancien ami de la fac, il m'a invité. »« C'est bien, » dit Théo avec un sourire forcé. « Vous devriez sortir plus souvent. Profitez de votre jeunesse. » Les mots sonnaient creux, mensongers. Élise le regarda avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. « Merci, monsieur. Passez un bon week-end. Vous aussi, Élise. » Elle sortit, et Théo resta planté dans le hall comme un imbécile.
Le samedi matin, Théo se réveilla avec une migraine lancinante. Il n'avait presque pas dormi. Son esprit tournait en boucle, rejouant des scénarios catastrophes. Guillaume séduisant Élise, Guillaume riant avec elle, Guillaume la touchant, Guillaume réussissant là où lui avait échoué par couardise. À 10 heures, n'y tenant plus, il prit son téléphone et appela Marc Dulac, un ami d'enfance devenu détective privé. Marc avait quitté la police nationale pour monter sa propre agence à Lyon, spécialisée dans les enquêtes discrètes pour une clientèle fortunée. Marc, c'est Théo. Théo, ça fait combien de temps? 2 ans? Environ. Écoute, j'ai besoin d'un service. Discret. Toujours. C'est ma spécialité. De quoi s'agit-il? Théo hésita. Ce qu'il s'apprêtait à demander était moralement discutable, mais la raison avait déserté son esprit. J'ai besoin d'informations sur quelqu'un, Guillaume Lacroix. Consultant chez Roland & Associés à Paris. Tout ce que tu peux trouver. Réputation, fréquentation, antécédents. Marc siffla doucement. Des ennuis professionnels? Disons, personnels, mais je préfère ne pas entrer dans les détails. Compris. Je m'en occupe. Je te rappelle lundi. Non, j'ai besoin de ça aujourd'hui. Avant ce soir. Un silence. Marc connaissait Théo depuis l'enfance. Il savait que son ami n'était pas du genre à paniquer ou à agir impulsivement. Très bien. Ça va me coûter quelques faveurs, mais je vais voir ce que je peux faire. Je te rappelle dans 2 heures. Théo raccrocha, le cœur battant. Que faisait-il? Il ne se reconnaissait plus. 2h30 plus tard, Marc le rappela. Théo, tu as un stylo? Vas-y. Guillaume Lacroix. 32 ans. Consultant senior, effectivement. Plutôt brillant sur le plan professionnel. Mais, disons qu'il a une réputation particulière. Quel genre de réputation? Le genre qui ne respecte pas vraiment les femmes. J'ai parlé à une ancienne collègue qui a bossé avec lui. Apparemment, il a un côté manipulateur. Il drague beaucoup, fait des promesses et disparaît. Il y a eu une plainte pour harcèlement il y a 3 ans, mais elle a été retirée. Pas de preuves suffisantes. Officiellement, il est clean. Officieusement, c'est un connard arrogant qui aime jouer avec les gens. Théo serra le poing. Autre chose, il fréquente des milieux assez élitistes. Soirée privée, club select. Il a été vu plusieurs fois avec des personnalités politiques et des gens du CAC 40. C'est un ambitieux, le genre qui utilise les autres comme des marches d'escalier. Merci, Marc. Je te dois combien? Rien. Entre amis. Mais Théo, fais attention. Je ne sais pas ce que tu prépares, mais ce type n'est pas quelqu'un de recommandable. Je sais. Théo raccrocha, le visage fermé. Il consulta sa montre. 15 heures. Le dîner avait lieu à 20 heures, au Relais de la Tour, un restaurant gastronomique du 7e arrondissement de Paris. Comment le savait-il? Il avait discrètement regardé le téléphone d'Élise la veille, alors qu'elle l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine. Une action méprisable, il en avait conscience, mais la jalousie ne connaissait pas la morale. Théo monta dans sa chambre, ouvrit son dressing et choisit des vêtements discrets. Jean noir, pull col roulé sombre, veste en cuir, casquette. Il se regarda dans le miroir. Il ressemblait à un espion de série B, ridicule. Mais il était trop tard pour reculer. À 17 heures, il monta dans sa Mercedes classe S noire et prit l'autoroute A6 en direction de Paris. Le trajet durerait environ 4h30. Il arriverait juste à temps. Pendant tout le voyage, il se répéta qu'il ne ferait rien, qu'il observerait juste de loin, qu'il s'assurerait qu'Élise était en sécurité. Et puis, il rentrerait. Personne ne saurait jamais rien. Mais au fond de lui, une voix lui murmurait qu'il mentait, qu'il ne supporterait pas de voir Guillaume avec elle, qu'il ferait quelque chose de stupide, d'irrémédiable. Théo accéléra, dépassant les 150 km/h. Les lumières de l'autoroute défilaient comme des étoiles filantes. Il avait franchi la ligne qui séparait la raison de la folie, et il le savait. Paris l'accueillit sous une pluie fine et glaciale. Théo gara sa voiture dans un parking souterrain près de la tour Eiffel et marcha jusqu'au restaurant. Le Relais de la Tour était niché dans une petite rue pavée, à 2 pas du Champ de Mars. Sa façade en pierre de taille, ses fenêtres à carreaux illuminées de l'intérieur et sa porte en bois massif respirait l'élégance discrète. Une enseigne dorée brillait sous la pluie. Théo ajusta sa casquette et entra. L'intérieur était à la hauteur de sa réputation. Lustres en cristal, nappes blanches immaculées, couverts en argent, serveurs en costume, une vingtaine de tables,
toutes occupées par une clientèle visiblement fortunée. Un pianiste jouait du Debussy dans un coin. L'atmosphère était feutrée, sophistiquée. Le maître d'hôtel s'approcha avec un sourire professionnel. « Bonsoir, monsieur. Vous avez une réservation ?»« Oui, mentit Théo. Au nom de Marchand. » Le maître d'hôtel consulta son registre, fronça les sourcils. « Je suis désolé, monsieur. Je ne vois pas de... »« Ah, pardon, l'interrompit Théo. J'ai dû me tromper. Je vais appeler pour vérifier. Mais en attendant, auriez-vous une petite table disponible ? Dans un coin, si possible. Je préfère les endroits discrets. » Le maître d'hôtel hésita, puis sourit. « Nous avons une table près de la bibliothèque, au fond. Elle est un peu isolée, mais parfaite. » Théo glissa discrètement un billet de 50 € dans la main de l'homme. Le sourire s'élargit. « Par ici, monsieur. » On l'installa dans un coin sombre, derrière une étagère chargée de livres anciens. De là, il avait une vue dégagée sur presque toute la salle. Il commanda un verre de vin rouge, un Châteauneuf du Pape pour justifier sa présence, et attendit. 20h05. Guillaume arriva le premier. Théo le reconnut immédiatement d'après sa photo LinkedIn. Grand, athlétique, costume bleu marine impeccable, cheveux blonds coiffés en arrière, sourire éclatant. Il serra la main du maître d'hôtel avec une familiarité qui suggérait qu'il était un habitué. On le conduisit à une table centrale, bien en vue. Guillaume s'assit, commanda un apéritif, consulta son téléphone. 20h15. Élise entra. Théo sentit son souffle se bloquer. Elle était magnifique. Elle portait une robe bordeaux ajustée, élégante sans être provocante, qui épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux, habituellement noués, tombaient en boucles souples sur ses épaules. Un léger maquillage soulignait la beauté naturelle de ses traits. Elle semblait nerveuse, mal à l'aise. Guillaume se leva, lui fit la bise et l'invita à s'asseoir. Théo vit le regard de Guillaume s'attarder un peu trop longtemps sur le décolleté d'Élise. Son sang ne fit qu'un tour. Ils commencèrent à parler. Théo ne pouvait pas entendre leurs mots, mais il lisait leur langage corporel. Élise souriait poliment, posait des questions. Guillaume parlait beaucoup, gesticulait, riait fort. Trop fort. C'était un homme habitué à occuper l'espace, à attirer l'attention. Le dîner progressa. Entrée, plat principal. Guillaume commanda une bouteille de Pomerol à 300 €. Élise refusa de boire plus d'un verre. Théo observait chaque détail, chaque geste, chaque regard. Il se sentait misérable, pathétique, mais incapable de détourner les yeux. Et puis, au moment du dessert, tout bascula. Guillaume se pencha en avant, un sourire carnassier aux lèvres. Il dit quelque chose. Élise se figea. Son visage, jusqu'alors aimable, se durcit. Guillaume continua à parler, et Théo vit distinctement ses lèvres former les mots « une empregada », une employée. Le mot portugais que Guillaume utilisait avec mépris, probablement pour accentuer son dédain. Élise baissa les yeux. Ses mains tremblèrent légèrement. Guillaume rit, fort. D'autres clients se retournèrent. 2 hommes, visiblement des amis de Guillaume, assis à une table voisine, rirent également. C'était une mise en scène, une humiliation publique, un jeu cruel. Théo se leva. Il ne pensa plus. Il ne calcula plus. Il traversa la salle d'un pas décidé, les mâchoires serrées, les poings fermés. Les conversations s'arrêtèrent progressivement. Les regards convergèrent vers lui. Guillaume, encore absorbé par son propre rire, ne le vit pas venir. Théo s'arrêta devant la table. Élise leva les yeux et l'incrédulité se peignit sur son visage. « Monsieur Marchand » murmura-t-elle. Guillaume se retourna, sourcils froncés. « Qui êtes-vous » Théo ne répondit pas. Il regarda Élise et ce qu'il vit dans ses yeux, cette douleur, cette humiliation, cette dignité brisée, lui fit perdre le dernier fil de raison qui le retenait encore. Il se tourna vers Guillaume. Et sans un mot, il lui asséna un coup de poing en pleine mâchoire. Guillaume bascula en arrière, sa chaise se renversa, et il s'écroula sur le sol dans un fracas de couverts et de porcelaine brisée. Le silence se fit absolu. Même le pianiste cessa de jouer. Théo se pencha vers Guillaume qui gémissait au sol, le nez en sang. « Elle ne mérite pas ça », dit-il d'une voix basse et dangereuse. « Elle n'a jamais mérité ça. » Puis il se tourna vers Élise. Elle le fixait bouche ouverte, les larmes aux yeux. Théo sentit quelque chose se briser en lui. Toutes les barrières, toutes les années de silence, tous les mensonges qu'il s'était racontés s'effondrèrent d'un coup. « Élise », dit-il d'une voix tremblante,
Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir eu le courage de te le dire avant. Mais je ne peux plus me taire. Je t'aime. Je t'aime depuis le premier jour, depuis le premier café que tu m'as apporté, depuis le premier sourire que tu m'as offert. Je t'aime. Et je suis un lâche de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Les sanglots d'Élise se firent audibles. Autour d'eux, les clients étaient figés. Certains filment la scène avec leur téléphone. Le maître d'hôtel, horrifié, appelait la sécurité. Mais Théo s'en fichait. Élise se leva brusquement, attrapa son sac et sortit en courant du restaurant. Théo voulut la suivre, mais 2 serveurs l'interceptèrent. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. » Théo les écarta doucement, mais fermement. « Laissez-moi passer. » Il sortit dans la rue. La pluie tombait maintenant drue. Élise courait déjà au loin, sa silhouette disparaissant dans la nuit parisienne. Théo voulut la rattraper, mais quelque chose l'arrêta. Le respect. Elle avait besoin d'espace, de temps. Il resta là sous la pluie, le cœur battant, réalisant lentement ce qu'il venait de faire. Il avait tout détruit, sa réputation, sa dignité, et peut-être, surtout, la seule relation qui comptait vraiment pour lui. Derrière lui, Guillaume hurlait des menaces. Quelqu'un parlait d'appeler la police. Théo s'en fichait. Il venait de perdre Élise, et rien d'autre n'avait plus d'importance. Théo ne rentra à Lyon qu'à 4 heures du matin. Il avait roulé dans un état second, les yeux rivés sur l'autoroute déserte, la pluie martelant le pare-brise comme autant de reproches. Les événements de la soirée rejouaient en boucle dans son esprit. Le regard horrifié d'Élise, le sang sur le visage de Guillaume, les flashs des téléphones portables, les murmures scandalisés des clients. Il avait franchi une ligne. Il le savait, et il ne pourrait jamais revenir en arrière. En arrivant à la villa, il trouva toutes les lumières éteintes. La demeure semblait morte, abandonnée. Il monta directement dans sa chambre sans même retirer sa veste trempée, s'effondra sur le lit et fixa le plafond pendant des heures. Le sommeil ne vint pas. Comment aurait-il pu dormir? Il venait de détruire la seule chose qui donnait un sens à son existence. La présence quotidienne, silencieuse, apaisante d'Élise. À cette heure, il entendit des bruits dans la maison, des pas, des voix étouffées. Il descendit, les traits tirés, les yeux cernés. Dans la cuisine, Marguerite, Sophie et Alain étaient réunis autour de la grande table en chêne. Ils se turent immédiatement en le voyant. Le silence était lourd, pesant, presque accusateur. « Bonjour », dit Théo d'une voix blanche. Marguerite se leva lentement, les bras croisés. Son regard, d'ordinaire bienveillant, était dur. « Monsieur Marchand », dit-elle d'un ton glacial. « Élise a téléphoné ce matin. À 5 heures. Elle ne reviendra pas. » Les mots frappèrent Théo comme une gifle. Il chancela imperceptiblement. « Comment ça, elle ne reviendra pas ?»« Elle a démissionné avec effet immédiat. Elle m'a demandé de récupérer ses affaires personnelles dans sa chambre et de les lui faire parvenir. Où est-elle? Chez sa sœur, à Villeurbanne. Et avant que vous ne le demandiez, non, elle ne m'a pas donné l'adresse exacte. Elle ne veut pas vous voir, monsieur. » Sophie regardait Théo avec un mélange de curiosité et de pitié. Alain, mal à l'aise, fixait ses mains calleuses. « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» demanda Marguerite. Élise était en larmes au téléphone. Elle a juste dit que vous étiez venu à Paris, que vous aviez frappé quelqu'un, que vous aviez dit des choses. Devant tout le monde. Théo ferma les yeux. La honte l'envahit, brûlante, insupportable. J'ai voulu la protéger. L'homme avec qui elle dînait, il l'humiliait, publiquement. Je n'ai pas supporté. Vous n'aviez pas le droit, monsieur, répliqua Marguerite sèchement. Vous n'aviez pas le droit de la suivre. Vous n'aviez pas le droit d'intervenir dans sa vie privée. Et surtout, vous n'aviez pas le droit de l'exposer ainsi. Je sais, murmura Théo. Je sais. J'ai agi comme un imbécile. Mais cet homme, Guillaume, il se moquait d'elle. Il l'a invitée juste pour la ridiculiser, pour prouver à ses amis qu'il pouvait manipuler une simple employée. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Sophie se mordit la lèvre. Marguerite soupira longuement. « Vous êtes amoureux d'elle, n'est-ce pas ?» dit-elle enfin avec moins de dureté. « Depuis combien de temps ?» Théo releva la tête. Nier n'avait plus de sens. « Des années. Depuis qu'elle est arrivée, je crois. »« Mon Dieu !» murmura Sophie. « C'est tellement romantique et tellement tragique en même temps. »« Ce n'est pas romantique, Sophie, » la coupa Marguerite. « C'est compliqué. Très compliqué. » Elle se tourna vers Théo. « Monsieur Marchand, je travaille pour votre famille depuis 20 ans.
J'ai vu votre père mourir, j'ai vu votre mère partir vivre à Nice pour fuir les souvenirs. Je vous ai vu grandir, devenir l'homme que vous êtes. Et je sais que vous n'êtes pas un mauvais homme. Mais ce que vous avez fait, c'est de la folie. Je sais. Élise mérite mieux que ça. Elle mérite quelqu'un qui la respecte, qui ne la traite pas comme une possession à protéger, mais comme une femme libre de faire ses propres choix. Je sais, répéta Théo, la voix brisée. C'est pour ça que je ne vais pas la poursuivre. Si elle ne veut plus me voir, je respecterai sa décision. Marguerite le fixa longuement, puis secoua la tête. Vous êtes vraiment un idiot, monsieur. Un idiot qui a gâché sa chance. Elle sortit de la cuisine, suivie de Sophie et Alain. Théo resta seul, debout au milieu de la pièce vide, respirant l'odeur fantôme du café qu'Élise ne préparerait plus jamais. Les jours suivants furent les plus longs de la vie de Théo. Il continuait à se rendre à son bureau, à diriger ses réunions, à prendre des décisions stratégiques. Mais tout semblait faux, mécanique, dénué de sens. Ses collaborateurs remarquèrent le changement. Nathalie Moreau, sa directrice financière, osa même lui demander s'il allait bien. Il répondit par un sourire crispé et un mensonge poli. À la villa, Marguerite avait engagé une remplaçante temporaire, une certaine Chloé, jeune femme de 25 ans, compétente mais terriblement maladroite. Elle cassait des assiettes, oubliait de commander le linge, brûlait les quenelles. Théo ne lui fit aucun reproche. Comment aurait-il pu? Personne ne pouvait remplacer Élise. Le mercredi soir, une semaine après l'incident, Théo reçut un appel de Marc, le détective privé. « Théo, j'ai des nouvelles, pas forcément bonnes. Vas-y, Guillaume Lacroix a porté plainte contre toi. Coups et blessures volontaires. Il a des témoins, des photos, des vidéos prises par les clients du restaurant. Son avocat réclame des dommages et intérêts. 50 000 € plus une interdiction d'approcher. » Théo eut un rire amer. Bien sûr qu'il a porté plainte. C'est exactement le genre d'homme qu'il est. Théo, c'est sérieux. Tu risques une condamnation. Et vu ta position, ça peut faire beaucoup de bruit médiatique. Les réseaux sociaux ont déjà commencé à relayer l'histoire. Il y a des vidéos sur Twitter et TikTok. Milliardaire lyonnais frappe un homme dans un restaurant parisien pour défendre son employé. Certains te traitent de héros, d'autres de dingue possessif. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Et Élise, elle va bien? Je n'en sais rien. Elle a démissionné. Elle ne veut plus me voir. Un silence. Marc soupira. Tu as vraiment merdé, mon vieux. Je sais. Tu veux que je te trouve un bon avocat? Non. J'irai voir Maître Rousseau demain. Il s'occupera de ça. D'accord. Tiens-moi au courant. Théo raccrocha. Il se leva, se servit un verre de Armagnac et sortit sur la terrasse. La nuit était claire, froide. Au loin, les lumières de Lyon scintillaient comme des étoiles tombées. Il pensa à Élise. Était-elle quelque part dans cette ville, regardant le même ciel? Pensait-elle à lui? Le détestait-elle? Il vida son verre d'un trait, sentit l'alcool brûler sa gorge. Et pour la première fois depuis des années, Théo Marchand, l'homme qui contrôlait tout, se mit à pleurer. Le jeudi matin, Marguerite frappa à la porte du bureau de Théo. « Monsieur Marchand, une lettre est arrivée pour vous. Par coursier. C'est Élise qui l'a envoyée. » Le cœur de Théo bondit dans sa poitrine. Il prit l'enveloppe blanche, élégante, et la tourna entre ses mains. Son nom était écrit à l'encre bleue, dans l'écriture élégante et un peu inclinée d'Élise. « Merci, Marguerite. » Elle sortit. Théo ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. 2 pages manuscrites. Il commença à lire. « Monsieur Marchand, je ne sais pas vraiment par où commencer cette lettre. J'ai passé les 7 derniers jours à essayer de comprendre ce qui s'est passé à Paris, à essayer de comprendre pourquoi vous étiez là, pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit. Je ne vais pas mentir, j'ai été choqué, blessé même. Pas par vos paroles, même si elles m'ont bouleversé, mais par votre manière d'agir. Vous m'avez suivi, monsieur, vous m'avez espionné. Vous avez décidé, sans me consulter, que vous deviez me protéger, comme si j'étais une enfant, comme si je n'étais pas capable de me défendre seul. Guillaume était un imbécile. Vous aviez raison sur ce point. Ce dîner était une humiliation orchestrée, une blague cruelle pour amuser ses amis. Et oui, ça m'a fait mal. Mais j'aurais pu partir. J'aurais pu lui jeter mon verre au visage. J'aurais pu trouver les mots pour le remettre à sa place. Je n'avais pas besoin qu'on me sauve. Et pourtant, quand vous êtes apparu dans ce restaurant, quand vous l'avez frappé, quand vous m'avez regardé avec ses yeux, j'ai senti quelque chose en moi se briser.
ou peut-être se réveiller. Je ne sais pas. Vous dites que vous m'aimez depuis 5 ans. 5 ans, monsieur Marchand. 5 années pendant lesquelles vous ne m'avez jamais rien dit. 5 années pendant lesquelles j'ai cru que vous me voyiez seulement comme une employée efficace, utile, discrète, invisible. Savez-vous ce que c'est, pour une femme comme moi, de travailler dans un monde où elle est toujours l'autre? La femme noire, l'immigrée de 2e génération, celle dont on admire le travail mais qu'on n'invite jamais à la table, celle qu'on respecte peut-être, mais qu'on ne voit jamais vraiment. J'ai appris à me protéger, à ne pas espérer, à ne pas rêver de choses impossibles. Et vous, monsieur Marchand, vous représentiez exactement ça, l'impossible, le riche héritier, le génie de la tech, l'homme inaccessible. Alors oui, parfois je vous regardais, parfois je me surprenais à penser que vous étiez différent des autres, plus gentil, plus humain, mais je me disais que c'était juste de la politesse, de la courtoisie, rien de plus. Et maintenant, vous me dites que vous m'aimez, devant des dizaines de personnes, dans un restaurant parisien, comme dans un film hollywoodien. C'était romantique, je suppose, et c'était aussi terriblement égoïste. Parce que maintenant, monsieur, je dois faire face aux conséquences de votre geste. Les vidéos circulent sur Internet. Mon visage est partout. Les gens commentent. Certains me traitent de Cendrillon moderne. D'autres insinuent que je vous ai manipulé, que j'ai séduit mon patron pour grimper socialement. Vous avez voulu me protéger, mais vous m'avez exposé. Vous m'avez mis à nu devant le monde entier. Je ne vous déteste pas. Étrangement, je n'y arrive pas. Mais je ne peux pas revenir à la villa. Pas maintenant. Peut-être jamais. J'ai besoin de temps, de distance, de retrouver qui je suis en dehors de votre ombre. Ne me cherchez pas, s'il vous plaît. Respectez au moins ça. Élise. Théo lut et relut la lettre 10 fois, 20 fois. Chaque mot était un coup de poignard. Elle avait raison. Surtout, il avait été égoïste, impulsif. Il l'avait exposée, humiliée involontairement en voulant la défendre. Et pire encore, il avait gâché les seules chances qu'il aurait jamais eues avec elle. Il plia la lettre soigneusement, la rangea dans le tiroir de son bureau et se força à reprendre sa vie, ou du moins à faire semblant. 3 semaines passèrent. Novembre arriva avec son lot de brumes froides et de pluies incessantes. Théo avait engagé maître Étienne Rousseau, un des meilleurs avocats pénalistes de Lyon, pour gérer la plainte de Guillaume. L'affaire suivait son cours, lentement, bureaucratiquement. Guillaume réclamait maintenant 75 000 € de dommages, prétextant un traumatisme psychologique et une fracture de la mâchoire. Rousseau assurait Théo qu'il trouverait un arrangement à l'amiable, mais Théo s'en fichait. L'argent ne signifiait rien. Seule Élise comptait, et Élise était partie. Un samedi après-midi, alors que Théo travaillait dans son bureau sur un dossier concernant un nouveau contrat avec le gouvernement, Marguerite frappa à la porte. « Monsieur, vous avez de la visite ? Je n'attends personne. Je sais. Mais cette personne insiste. Elle dit que c'est important. Qui est-ce » Marguerite hésita. La sœur d'Élise, Aïssata Ndiaye. Le sang de Théo se glaça. Il se leva d'un bond. « Faites-la entrer. Tout de suite. » Quelques instants plus tard, une jeune femme entra dans le bureau. Elle ressemblait à Élise. Même teint, mêmes yeux noisettes perçants, même porte altier. Mais là où Élise était douce et posée, Aïssata semblait bouillonnante de colère contenue. Elle portait un jean, un blouson en cuir et une écharpe rouge. Elle ne souriait pas. « Monsieur Marchand, » dit-elle sans préambule, « je suis Aïssata, la sœur d'Élise. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Je préfère rester debout. » « Je ne resterai pas longtemps. » Théo acquiesça. Il sentait que cette conversation serait difficile. « Comment va Élise ? Comment croyez-vous qu'elle va ?» répliqua Aïssata avec une pointe d'agressivité. « Elle a perdu son emploi. Sa réputation est en lambeaux. Elle reçoit des messages d'inconnus sur les réseaux sociaux. Certains l'insultent, d'autres la draguent, pensant qu'elle est le genre de femme qui chasse les milliardaires. Elle ne dort presque plus. Elle pleure tous les soirs. Voilà comment elle va. » Les mots frappèrent Théo comme des coups. Il baissa la tête. « Je suis désolé, sincèrement. Je n'ai jamais voulu ça. »« Vous êtes désolé, » répéta Aïssata avec ironie. « Comme c'est généreux de votre part. » Elle fit quelques pas dans la pièce, regardant les diplômes encadrés, les photos de presse, les trophées professionnels de Théo. « Vous savez ce que je trouve fascinant, monsieur Marchand, c'est que des hommes comme vous
pense toujours que l'amour justifie tout, que parce que vous aimez quelqu'un, vous avez le droit de prendre des décisions à sa place, de la protéger, de faire des grandes déclarations publiques sans vous demander si c'est ce qu'elle veut. Je ne pensais pas. Non, c'est ça le problème. Vous ne pensiez pas. Vous avez juste agi sur une impulsion, comme un gamin qui veut son jouet. Élise n'est pas un jouet pour moi, répliqua Théo avec une fermeté soudaine. Elle est la seule personne au monde qui compte vraiment. Alors pourquoi ne lui avez-vous jamais parlé? Pourquoi ne pas lui avoir dit simplement en privé ce que vous ressentiez? Pourquoi cette mise en scène ridicule? Théo se tut, parce qu'il n'avait pas de réponse. Ou plutôt, parce que la vraie réponse était trop pathétique. La jalousie, la peur, l'orgueil blessé. Aïssata soupira, et sa colère sembla retomber légèrement. « Écoutez, monsieur Marchand, je ne suis pas venu ici pour vous insulter. Je suis venu parce qu'Élise me l'a demandé. » Théo releva brusquement la tête. « Élise vous a demandé de venir ?»« Oui, elle voulait que je vous voie, que je vous parle, pour savoir si vous étiez sérieux. » « Sérieux? Si vous l'aimiez vraiment? Ou si c'était juste une lubie passagère, un fantasme de riche qui s'ennuie ?» Théo sentit une rage froide monter en lui, mais il se contrôla. « Je l'aime depuis 5 ans, dit-il d'une voix tremblante, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Il n'y a pas une décision que j'ai prise, pas un projet que j'ai lancé, pas une nuit où je me suis endormi sans penser à elle. Je sais que ce que j'ai fait était stupide, impulsif, peut-être même destructeur, mais mes sentiments sont réels, plus réels que tout ce que j'ai jamais ressenti. » Aïssata le fixa longuement. Puis, à sa grande surprise, elle sourit, un sourire triste. « C'est ce que je pensais. Élise aussi. Alors pourquoi elle ne veut plus me voir? Parce qu'elle a peur, monsieur Marchand. Peur que vous représentiez tout ce contre quoi elle a lutté toute sa vie. Peur de perdre son identité. Peur d'être vue comme la femme du milliardaire plutôt que comme Élise Ndiaye, femme de lettres, intelligente, indépendante. Et surtout, elle a peur que vous ne l'aimiez pas vraiment, que vous aimiez juste l'idée d'elle, la gentille employée, la femme parfaite qui prépare le café et sourit poliment. « Ce n'est pas ça, » murmura Théo. « Ce n'est pas du tout ça. Alors prouvez-le. » « Comment? Comment puis-je lui prouver si elle refuse de me voir ?» Aïssata s'approcha du bureau, sortit une carte de visite de sa poche et la posa devant Théo. « Voici l'adresse d'un café, le comptoir Brunet, dans le Vieux-Lyon. Élise y va tous les jeudis à 16h. Elle y écrit. C'est son refuge. Si vous voulez vraiment lui parler, allez-y. Mais n'y allez pas pour vous excuser. N'y allez pas pour la supplier. Allez-y pour l'écouter. Vraiment l'écouter. Et accepter ce qu'elle vous dira, même si ça vous brise le cœur. » Théo prit la carte, les mains tremblantes. « Pourquoi me dites-vous ça? Pourquoi m'aidez-vous » Aïssata se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Parce que malgré tout, monsieur Marchand, ma sœur vous aime aussi. Elle ne me l'a jamais dit clairement, mais je la connais. Je vois comment elle parle de vous, comment ses yeux changent quand elle prononce votre nom. Et je ne veux pas qu'elle passe le reste de sa vie à se demander « et si ?» Elle ouvrit la porte. « Jeudi prochain, 16h. Ne la décevez pas. » Et elle partit. Théo resta seul, la carte de visite entre les doigts, le cœur battant comme un tambour. Une chance. Il avait une dernière chance. Le jeudi suivant, Théo arriva au comptoir Brunet à 15h45. Il portait un simple pull en laine gris et un jean. Pas de costume, pas de montre de luxe. Rien qui puisse rappeler le milliardaire. Juste un homme vulnérable et terrifié. Le café était niché dans une petite rue pavée du Vieux-Lyon, près de la cathédrale Saint-Jean. C'était un endroit charmant, avec des murs en pierre apparente, des poutres en bois, des fauteuils dépareillés et une odeur de café fraîchement moulu. Une dizaine de clients étaient dispersés dans la salle, la plupart plongés dans des livres ou des ordinateurs portables. Théo commanda un café crème et s'installa près de la fenêtre, d'où il pouvait surveiller l'entrée. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur insupportable. 15h50, 15h55, 16h. À 16h03, Élise entra. Elle portait un manteau beige, un béret noir et une écharpe en laine rouge. Ses cheveux étaient noués en un chignon lâche. Elle tenait un sac en cuir contenant visiblement des livres et des cahiers. Elle se dirigea vers le comptoir sans remarquer Théo, commanda un thé Earl Grey, puis se retourna pour chercher une table.
Leurs regards se croisèrent. Élise se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant une fraction de seconde, Théo crut qu'elle allait partir en courant. Mais elle ne bougea pas. Elle resta là, immobile, le visage indéchiffrable. Théo se leva lentement. « Bonjour, Élise, dit-il doucement. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix presque inaudible, « Aïssata vous a dit que j'étais ici. »« Oui. Pourquoi êtes-vous venu ? » ?»« Parce que j'ai besoin de vous parler. Et surtout, j'ai besoin de vous écouter. » Élise hésita. Théo vit la bataille intérieure qui se jouait dans ses yeux. Puis, finalement, elle s'approcha et s'assit en face de lui. Ils restèrent silencieux pendant un long moment. La serveuse apporta le thé d'Élise. Les bruits du café, conversations feutrées, tintements de tasses, musique jazz en fond, créaient une bulle d'intimité autour d'eux. « Comment allez-vous » demanda finalement Théo. Élise eut un rire amer. « Comment je vais ? Vraiment ? Je sais, c'est une question idiote, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. » Élise tourna sa cuillère dans sa tasse, les yeux baissés. « Je vais aussi bien qu'on peut aller quand sa vie a explosé en 1000 morceaux. C'est ma faute. » « Oui, dit-elle en relevant les yeux, c'est votre faute. Mais ce n'est pas que votre faute. » Théo fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Élise prit une profonde inspiration. « J'aurais dû partir de votre maison il y a des années, monsieur Marchand. J'aurais dû chercher un autre emploi, reprendre mes études, faire quelque chose de ma vie au lieu de me cacher derrière un tablier et un salaire confortable. Vous ne vous cachiez pas. Vous... » « Si, l'interrompit-elle. Je me cachais. Parce que c'était plus facile. Parce que chez vous, je me sentais en sécurité, respecté. Et oui, parfois, quand vous me regardiez, j'avais l'impression d'être plus qu'une simple employée. J'avais l'impression d'être vue, vraiment vue. » Le cœur de Théo bondit. « Vous l'étiez, Élise. Vous l'êtes. Mais je ne savais pas quoi faire de ça, continua-t-elle. Alors je l'ai enterré. Je me suis dit que c'était de l'imagination, que vous étiez juste un patron gentil. Et que moi j'étais pathétique de fantasmer sur des choses impossibles. Ce n'était pas impossible. » Élise le regarda droit dans les yeux. « Vraiment ? Vous, Théo Marchand, héritier d'un empire, génie de la tech, homme que toutes les femmes de Lyon rêvent d'approcher, vous auriez vraiment pu tomber amoureux de votre femme de ménage noire, sans que personne ne ricane, sans que votre entourage ne pense que c'est une passade exotique ? Je me fiche de ce que les gens pensent. » « Non, vous ne vous en fichez pas, répliqua Élise. Personne ne s'en fiche vraiment, et moi encore moins, parce que contrairement à vous, monsieur Marchand, je n'ai pas le luxe de l'indifférence. Chaque regard, chaque commentaire, chaque insinuation, ça me touche, ça me blesse. » Théo tendit la main à travers la table, effleura celle d'Élise. Elle ne la retira pas, mais elle ne la prit pas non plus. « Je suis désolé, dit-il. Désolé de ne pas avoir compris. Désolé d'avoir été aussi aveugle à ce que vous viviez. Mais Élise, mes sentiments pour vous n'ont rien à voir avec votre travail, ou votre couleur de peau, ou votre statut social. Je vous aime parce que vous êtes la personne la plus intelligente, la plus gentille, la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je vous aime parce que vous lisez Proust en préparant le petit déjeuner, parce que vous riez en écoutant du jazz, parce que vous avez cette manière de regarder le monde avec curiosité et compassion. Je vous aime pour qui vous êtes, vraiment. » Des larmes montèrent aux yeux d'Élise. « Vous me connaissez à peine, murmura-t-elle. Alors laissez-moi apprendre. Laissez-moi vous connaître. Vraiment. Pas comme un patron et son employé, mais comme deux personnes qui se découvrent. » Élise essuya ses larmes d'un geste brusque. « Et si ça ne marche pas ? Et si on se rend compte que tout ça n'était qu'une illusion ? Alors au moins on aura essayé. Au moins on ne passera pas le reste de notre vie à se demander « et si ?» Élise sourit à travers ses larmes. Un sourire fragile, mais réel. Aïssata a utilisé exactement les mêmes mots. Votre sœur est une femme sage. Oui, et têtue, comme moi. Théo sourit aussi, sentant enfin un peu de l'espoir renaître en lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Élise réfléchit longuement. Puis elle dit, on recommence, à zéro. Pas de villa, pas de hiérarchie. Juste Théo et Élise. Deux personnes qui apprennent à se connaître, lentement. Sans pression, sans promesse impossible. Je peux vivre avec ça. Et vous devez arrêter de me protéger. Je ne suis pas une princesse en détresse. Je suis une femme adulte capable de se défendre. Compris. Et vous devez comprendre que je ne reviendrai jamais travailler pour vous. Même si ça marche entre nous, je veux être votre égal, pas votre employé. Je comprends.
et je respecte ça. Élise tendit finalement sa main. Théo la prit, doucement, comme on tient quelque chose de précieux et fragile. « D'accord, dit-elle. On essaie. » Et pour la première fois depuis des semaines, Théo sentit la vie revenir en lui. Les semaines qui suivirent furent étranges, maladroites et infiniment précieuses. Théo et Élise se voyaient 2 fois par semaine, toujours dans des lieux neutres. Le comptoir Brunet, la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, le parc de la Tête d'Or, où ils marchaient sous les platanes dénudés par l'hiver. Ils parlaient de tout, de rien, de leurs enfances respectives, de leurs rêves avortés, de leurs peurs secrètes. Théo découvrit qu'Élise avait grandi à Villeurbanne, dans un petit appartement HLM avec sa mère et ses 2 sœurs. Son père, ouvrier dans une usine textile, était mort d'un cancer quand elle avait 12 ans. Sa mère, Fatou, femme de ménage dans plusieurs entreprises, s'était tuée au travail pour offrir à ses filles une éducation décente. Élise avait été brillante à l'école, passionnée de littérature française, fascinée par Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire. Elle avait obtenu une licence de lettres modernes, avec mention très bien, rêvant de devenir enseignante ou éditrice. Mais la vie en avait décidé autrement. Sa mère était tombée malade. Les dettes s'étaient accumulées. Élise avait dû abandonner ses projets et chercher un emploi immédiat, bien payé, stable. C'est ainsi qu'elle était devenue employée de maison. « Je ne regrette rien », dit-elle un après-midi de décembre, alors qu'ils se promenaient au bord de la Saône. « Ma mère va mieux maintenant. Mes sœurs ont fait des études. Aïssata est infirmière. Ndeye est professeure de mathématiques. Elles ont réussi grâce au sacrifice que j'ai fait. C'est ma fierté. » Théo la regarda ému. « Vous êtes extraordinaire, Élise. » Elle sourit tristement. « Non, je suis juste une femme qui a fait ce qu'elle devait faire. C'est exactement ça qui vous rend extraordinaire. » Élise, à son tour, découvrit un Théo qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Derrière le masque du milliardaire froid et calculateur se cachait un homme profondément solitaire. Il lui raconta comment son père, Philippe Marchand, génie de l'informatique mais tyran domestique, l'avait élevé dans une discipline de fer. Pas de tendresse, pas d'encouragement, juste des exigences impossibles et des critiques acerbes. Sa mère, Isabelle, femme douce et effacée, avait sombré dans la dépression après la mort de Philippe, puis était partie vivre à Nice pour recommencer. Théo ne la voyait qu'une fois par an à Noël, et leur conversation restait superficielle, polie, creuse. « Je n'ai jamais vraiment eu de famille », avoua-t-il un soir au café. « Pas de frères, pas de sœurs, pas d'amis proches non plus. Juste des collègues, des associés, des connaissances. Et quand vous êtes arrivé à la villa, c'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une maison vide. » Élise posa sa main sur la sienne. « Vous n'êtes plus seul, Théo. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Pas Monsieur Marchand, juste Théo. Il sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. « Merci », murmura-t-il. Mais tout n'était pas simple. Loin de là. Les vidéos de l'incident au restaurant continuaient à circuler sur les réseaux sociaux. Des journalistes avaient retrouvé l'identité d'Élise et tenté de la contacter pour des interviews. Certains médias la présentaient comme une Cendrillon moderne. D'autres insinuaient qu'elle avait piégé Théo. Les commentaires en ligne étaient cruels, souvent racistes. Élise recevait des messages haineux, des propositions indécentes, des menaces voilées. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit bistrot lyonnais du quartier de la Croix-Rousse, un groupe de jeunes hommes les reconnut. Ils commencèrent à rire, à faire des remarques déplacées. L'un d'eux cria « Et c'est le milliardaire et sa bonne ?» Théo sentit la rage monter, mais Élise posa fermement sa main sur son bras. « Non, dit-elle calmement. On ignore, on finit notre repas et on part. Mais non, Théo, c'est exactement ce qu'ils veulent, nous faire réagir, nous mettre en scène. On ne leur donnera pas ce plaisir. » Théo obéit, serrant les dents. Ils terminèrent leur repas en silence, payèrent et sortirent dignement. Dehors, Élise s'effondra contre un mur, tremblante. « Je déteste ça, murmura-t-elle. Je déteste être regardée comme un animal de foire. » Théo la prit dans ses bras pour la première fois. Elle se laissa aller, enfouit son visage dans son épaule. « Je suis désolé, dit-il, tellement désolé. Ce n'est pas de votre faute. Enfin, pas complètement, c'est juste le prix à payer, je suppose. »« Je peux arranger ça, » dit Théo avec détermination. « Je peux faire retirer les vidéos. J'ai des contacts dans les plateformes. Je peux... » « Non » l'interrompit Élise en se redressant. «
On ne va pas effacer le passé. On ne peut pas. Il faut juste apprendre à vivre avec. Elle avait raison. Comme toujours. En janvier, l'affaire judiciaire avec Guillaume atteignit son paroxysme. Maître Rousseau convoqua Théo dans son cabinet cossu du quartier d'Aînés. « Monsieur Marchand, nous avons un problème », annonça l'avocat. Un homme de 60 ans aux cheveux gris impeccablement coiffés. Guillaume Lacroix refuse toute négociation à l'amiable. Il veut un procès. Public, médiatisé. Il réclame maintenant 100 000 € de dommages et intérêts, plus une condamnation pénale avec inscription au casier judiciaire. Théo soupira. « Qu'est-ce que vous me conseillez ? Honnêtement ? Accepter un arrangement, même désavantageux. Un procès serait une catastrophe pour votre image. Les médias adoreraient tout ça. Milliardaire condamné pour violence. Ça ferait les gros titres pendant des semaines. Et si je refuse de céder ? Rousseau le fixa gravement. Alors vous risquez une condamnation. Les preuves sont accablantes. Vous l'avez frappé, devant témoins. C'est incontestable. Le juge pourrait vous condamner à une amende, voire à une peine de prison avec sursis. Et ça, monsieur Marchand, ça pourrait détruire votre entreprise. Les investisseurs n'aiment pas les PDG avec un casier. Théo réfléchit longuement. Puis il dit quelque chose qui surprit même Rousseau. « Je veux parler à Guillaume, en face à face. »« Quoi ? Mais c'est une très mauvaise idée. Je m'en fiche. Organisez une rencontre. Chez vous, en présence de son avocat et du vôtre. Je veux lui parler. » Rousseau soupira mais acquiesça. 3 jours plus tard, Théo se retrouva assis dans une salle de conférence feutrée face à Guillaume Lacroix. L'homme avait un pansement sur le nez et un bleu jaunâtre sur la mâchoire. Il arborait un sourire narquois. « Alors, monsieur Marchand, dit Guillaume avec condescendance, vous venez ramper pour éviter le procès ?» Théo le regarda froidement. « Non, je viens vous dire quelque chose en face. » Les 2 avocats échangèrent des regards inquiets. « Vous êtes un lâche, Guillaume, » continua Théo d'une voix calme mais tranchante. « Un homme qui se nourrit de l'humiliation des autres pour se sentir important. Vous avez invité Élise non pas parce qu'elle vous intéressait, mais parce que vous vouliez vous moquer d'elle. Prouver à vos amis médiocres que vous pouviez manipuler une simple employée. C'est pathétique, » Guillaume ricana. « Et alors ? Elle n'était qu'une... » « Taisez-vous, » le coupa Théo, sa voix soudain glaciale. « Vous n'avez pas le droit de prononcer son nom. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez rien d'elle, de son intelligence, de sa dignité, de sa force. Vous n'êtes même pas digne de respirer le même air qu'elle. » Guillaume se leva brusquement, furieux. « Vous vous prenez pour qui ? Vous m'avez cassé la gueule dans un restaurant. Vous méritez d'aller en prison. »« Peut-être, » répondit Théo en se levant à son tour. « Peut-être que je mérite d'être condamné. Ce que j'ai fait était violent et stupide. Mais au moins, moi, j'ai agi par amour, par besoin de protéger quelqu'un que j'aime. Vous avez agi par cruauté gratuite, par méchanceté pure. Et ça, Guillaume, c'est impardonnable. » Il fit une pause, puis ajouta « Je ne vous supplierai pas, je ne vous offrirai pas d'argent. Si vous voulez un procès, allons-y. Mais sachez que je témoignerai. Et je raconterai au tribunal exactement ce que vous avez fait à Élise. Comment vous l'avez humiliée. Comment vous vous êtes moqué d'elle devant vos amis. Et croyez-moi, le jury ne sera pas tendre avec vous. » Guillaume pâlit. Son avocat, un jeune homme nerveux, intervint. « Monsieur Lacroix, peut-être devrions-nous reconsidérer... » « La ferme !» aboya Guillaume. Mais Théo voyait la fissure, le doute dans ses yeux. Guillaume n'était pas stupide. Il savait qu'un procès révélerait aussi sa propre médiocrité, que les médias pourraient facilement le dépeindre comme le méchant de l'histoire. « Réfléchissez bien, Guillaume, » conclut Théo. « Vous voulez vraiment que toute la France sache quel genre d'homme vous êtes ?» Et il sortit de la salle, laissant Guillaume seul avec ses avocats et son orgueil blessé. 2 semaines plus tard, Rousseau appela Théo. « Monsieur Marchand, j'ai des nouvelles. » Guillaume retire sa plainte. Théo sentit un immense poids se lever de ses épaules. « Vraiment ? » ?»« Oui. En échange, vous devez signer un accord de non-divulgation. Ni vous ni lui ne parlerez publiquement de l'incident. Et vous devez lui verser une compensation symbolique de 10 000 € pour les frais médicaux. »« J'accepte. Parfait. Je prépare les documents. Vous êtes libre, monsieur Marchand. » Théo raccrocha et, pour la première fois depuis des mois, sourit vraiment. Avec l'affaire judiciaire réglée, Théo et Élise purent enfin respirer. Mais ils savaient que leur relation ne pourrait pas fonctionner tant qu'Élise n'aurait pas retrouvé son indépendance professionnelle et personnelle. Un soir de février, Théo l'invita dans un petit restaurant étoilé sur les quais de Saône.
Ils s'installèrent près d'une fenêtre donnant sur la rivière. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau noire et calme. « J'ai une proposition à te faire », dit Théo après avoir commandé. Élise leva un sourcil, amusée. Ils se tutoyaient désormais, une intimité gagnée au fil des semaines. « Je t'écoute. Tu m'as dit que tu voulais reprendre tes études, devenir enseignante ou éditrice. Je veux t'aider. » « Théo, on a déjà parlé de ça. Je ne veux pas de ton argent. »« Ce n'est pas un don, » l'interrompit-il. « C'est un investissement. Ma société a lancé un programme de bourse pour les femmes issues de milieux défavorisés qui veulent reprendre leurs études. C'est un vrai programme, légitime, géré par une fondation indépendante. Tu pourrais postuler. Et si tu es sélectionné, et je suis sûr que tu le seras, tu recevras une bourse qui couvrira tes frais de scolarité et tes dépenses pendant 2 ans. » Élise le regarda, incrédule. « Tu as créé ce programme pour moi ? » ?»« Non, je l'ai créé pour toutes les femmes comme toi, intelligentes, talentueuses, mais coincées par les circonstances. Tu es juste la première qui pourrait en bénéficier. » Élise sentit les larmes monter. « C'est incroyable. Alors, tu postules ?» Elle sourit à travers ses larmes. « Oui, je postule. » 3 mois plus tard, Élise recevait une lettre officielle de la Fondation Marchand pour l'éducation. Elle avait été sélectionnée. Elle s'inscrivit à un master d'édition à l'Université Lyon 3, avec une spécialisation en littérature francophone contemporaine. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, libre, maîtresse de son destin. Théo, de son côté, prit des décisions radicales concernant sa vie personnelle. Il vendit la villa de Caluire-et-Cuire, trop grande, trop vide, trop chargée de souvenirs, et acheta un appartement plus modeste dans le quartier de la Confluence, avec vue sur la Saône et les montagnes au loin. Il réduisit son temps de travail, délégua davantage à ses directeurs, et commença à vivre plutôt qu'à simplement exister. Lui et Élise continuaient à se voir, mais sans pression, sans attente déraisonnable. Ils allaient au cinéma voir des films d'Éric Rohmer et de François Truffaut. Ils visitaient des expositions au musée des Confluences. Ils dînaient dans de petits restaurants discrets où personne ne les reconnaissait. Ils apprenaient, lentement, à construire quelque chose de vrai. Mais le monde extérieur ne les laissa pas tranquilles. En avril, un journaliste d'investigation publia un long article dans Le Monde intitulé « Théo Marchand et Élise Ndiaye, amour ou manipulation ». L'article, bien qu'équilibré, posait des questions dérangeantes. Était-ce vraiment de l'amour ou une relation de pouvoir déséquilibrée? Élise avait-elle vraiment le choix de refuser les avances de son ancien patron? La bourse qu'elle avait reçue n'était-elle pas une forme de corruption déguisée? L'article fit grand bruit. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des féministes critiquaient Théo, le traitant de prédateur qui profitait de sa position. D'autres défendirent leur histoire comme un conte de fées moderne. Élise reçut des centaines de messages contradictoires. Certains la félicitaient, d'autres la traitaient de vendue, ou pire. Un soir, épuisée et bouleversée, Élise débarqua chez Théo sans prévenir. Il ouvrit la porte et la trouva en larmes. « Je n'en peux plus, » sanglota-t-elle. « Je n'en peux plus d'être jugée, d'être scrutée, d'être réduite à une histoire scandaleuse. » Théo la prit dans ses bras, la serra fort. « Je sais, » murmura-t-il. « Je sais, et je suis désolé. Si tu veux qu'on arrête tout, je comprendrai. Je te laisserai tranquille. Tu pourras vivre ta vie sans moi. » Élise se recula, le regarda dans les yeux. « C'est ça que tu veux? Me laisser tranquille? »« Non, » avoua-t-il, la voix brisée. « Mais je veux ton bonheur, même si ça signifie que je ne fais pas partie de ce bonheur. » Élise essuya ses larmes, prit une profonde inspiration. « Tu sais ce qui me rend malheureuse, Théo? Ce n'est pas toi, ce n'est pas nous, c'est eux. Tous ces gens qui pensent avoir le droit de juger notre vie, de décider si notre amour est légitime ou pas. Si je suis une victime ou une opportuniste, si tu es un prédateur ou un romantique. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Élise sourit, et cette fois, c'était un sourire de défi. « On les emmerde. On vit notre vie, à notre manière, sans se cacher, mais sans chercher leur approbation non plus. Parce que la seule chose qui compte, c'est ce que nous savons, nous, ce que nous ressentons, nous. » Théo sentit son cœur exploser de fierté et d'amour. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, et toi, tu es l'homme le plus idiot et le plus touchant que j'ai jamais rencontré. » Ils rirent ensemble pour la première fois depuis des semaines. Et cette nuit-là, pour la première fois,
Ils s'endormirent l'un contre l'autre sur le canapé de l'appartement de Théo, enlacés, apaisés. Un an plus tard, par un radieux après-midi de juin, Théo et Élise se promenaient dans le parc de la Tête d'Or. Les rosiers étaient en fleurs, leur parfum sucré flottant dans l'air tiède. Le lac scintillait sous le soleil. Des enfants jouaient près de la roseraie. Des couples de personnes âgées se tenaient par la main sur les bancs. Élise venait de terminer sa première année de master avec mention. Elle avait obtenu un stage dans une prestigieuse maison d'édition parisienne, édition Gallimard, et s'apprêtait à passer l'été à Paris pour y travailler. Théo, de son côté, avait récemment lancé une initiative révolutionnaire. Marchantech offrirait désormais des formations gratuites en programmation aux jeunes issus de quartiers défavorisés, avec un accent particulier sur l'inclusion des femmes et des minorités. « Tu vas me manquer cet été », dit Théo en serrant la main d'Élise. « Toi aussi. Mais Paris n'est qu'à 2 heures de TGV. Tu viendras me voir. » Chaque week-end, promit-il. Ils s'arrêtèrent près du grand lac, regardèrent les cygnes glisser gracieusement sur l'eau. Théo sortit une petite boîte de sa poche. Élise le regarda, surprise. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il rapidement. Enfin, pas exactement. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur reposait un délicat bracelet en or blanc, orné d'un pendentif représentant un livre ouvert. « C'est pour célébrer ta première année de master, » expliqua Théo. « Le livre symbolise ta passion pour la littérature, et l'or symbolise la valeur inestimable de ce que tu es en train de construire, ta nouvelle vie. » Élise sentit les larmes monter, ces larmes de joie qu'elle versait si souvent désormais. « C'est magnifique, Théo. Merci. » Il lui attacha le bracelet au poignet, doucement, comme on tient quelque chose de sacré. « Je sais que notre histoire n'a pas commencé de la meilleure façon, dit-il. Je sais que j'ai fait des erreurs, que j'ai été impulsif, maladroit, parfois même égoïste. Mais je veux que tu saches une chose. Chaque jour avec toi est un cadeau. Chaque conversation, chaque rire, chaque silence partagé. Tu m'as appris ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Pas le posséder, pas le contrôler, mais le soutenir, le laisser grandir, le voir s'épanouir. » Élise posa sa main sur sa joue. « Tu m'as appris quelque chose aussi, Théo. Tu m'as appris que je méritais d'être aimé, pas pour ce que je fais, pas pour ce que j'apporte, mais pour ce que je suis, simplement. » Ils s'embrassèrent, longuement, tendrement, tandis que le soleil déclinait lentement derrière les arbres du parc. Autour d'eux, la vie continuait, les enfants riaient, les oiseaux chantaient, les gens vivaient leurs propres histoires. Mais pour Théo et Élise, à cet instant précis, seul ce moment existait. 2 ans après leur première conversation au comptoir Brunet, Théo et Élise organisèrent une petite réception dans l'appartement de la Confluence. Ce n'était pas un mariage. Ils avaient décidé de ne pas se marier, préférant une union libre, sans papier, sans cérémonie. Juste un engagement mutuel, profond, sincère. Mais ils voulaient célébrer. Célébrer leur amour, bien sûr, mais aussi tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La Fondation Marchand pour l'éducation avait aidé plus de 100 femmes à reprendre leurs études. Élise, diplômée de son master, travaillait désormais comme éditrice junior chez Gallimard, spécialisée dans les auteurs francophones africains. Elle venait de publier un recueil de nouvelles écrites par des autrices sénégalaises, un projet qui lui tenait profondément à cœur. La soirée réunissait une 50aine de personnes, Marguerite, Sophie, Alain et les autres employés de l'ancienne villa. Aïssata et Ndeye, les sœurs d'Élise, accompagnées de leur mère Fatou désormais en rémission, quelques amis proches de Théo, dont Marc le détective, des collègues d'Élise de la maison d'édition, et même la vieille Madame Pignol de la boulangerie qui avait insisté pour apporter des choux à la crème maison. Théo leva son verre de champagne. « Mes amis, dit-il d'une voix émue, je ne suis pas doué pour les discours, mais je voulais vous remercier d'être là, de nous avoir soutenus, Élise et moi, même quand notre histoire semblait vouée à l'échec, même quand le monde nous jugeait. Vous avez cru en nous, et grâce à vous, grâce à cette femme extraordinaire à mes côtés, j'ai appris quelque chose de fondamental. L'amour véritable n'est pas une possession, c'est une libération. C'est donner à l'autre les ailes pour voler, tout en sachant qu'il choisira toujours de revenir vers vous. » Élise prit le relais, les yeux brillants. « Théo a raison. Notre histoire n'a pas été facile. Elle ne le sera peut-être jamais complètement. Mais elle est nôtre, authentique, imparfaite, humaine, et c'est exactement ce qui la rend précieuse.
Alors merci à vous tous. Merci d'avoir été nos témoins, nos soutiens, notre famille choisie. Les applaudissements éclatèrent. Fatou, ému, essuya ses larmes. Marguerite souriait, fière comme une mère. Aïssata leva son verre avec un clin d'œil complice. Plus tard dans la soirée, alors que les invités dansaient sur de la musique jazz et que les rires emplissaient l'appartement, Théo et Élise s'échappèrent sur le balcon. La ville s'étendait devant eux, ses lumières scintillant comme des promesses. Au loin, la colline de Fourvière veillait immuable. « Tu es heureuse ?» demanda Théo en passant son bras autour de la taille d'Élise. Elle se blottit contre lui. « Plus que je ne l'ai jamais été. Moi aussi. » Ils restèrent là, enlacés, contemplant la ville qui les avait vus naître se perdre et finalement se trouver. Et dans le silence complice qui les unissait, ils comprirent que leur histoire, malgré ses débuts tumultueux, ses épreuves, ses jugements extérieurs, était exactement celle qu'ils devaient vivre. Parce qu'au final, l'amour véritable n'est pas celui des contes de fées. C'est celui qui se construit jour après jour dans les choix courageux, les compromis sincères, les pardons difficiles. C'est celui qui résiste aux tempêtes et en ressort plus fort. Et Théo et Élise, chacun à leur manière, avaient appris cette leçon essentielle. L'amour ne sauve personne, mais il donne la force de se sauver soi-même. Ensemble.